Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. C'est la moto du futur. C'est plus que ça encore, c'est un véhicule de poursuite tout-terrain. Dans la vie, il y a des séries qui repoussent les limites de l'innovation, et puis il y a Tonnerre Mécanique. Diffusée dans les années 80, cette série a marqué les esprits. Mais était-ce pour de bonnes raisons ? Aujourd'hui, grimpe sur ma selle, je te propose de décortiquer le tout premier épisode et de voir si la série envoie encore du lourd, ou si c'était juste une pétarade sans éclat. Dans les années 80, la télévision américaine a connu une étrange obsession pour les véhicules aux capacités improbables. Entre Supercopter en 1984, où un hélicoptère de combat explosait tout sur son passage, et K2000 en 1982, où une voiture parlante rendait jaloux tous les conducteurs de R5, il ne manquait plus qu'une moto survitaminée pour compléter la collection. Mais j'y pense, où est le camion dans tout ça ? Est-ce qu'il y avait une série avec un super camion ? J'ai un doute, mais si tu te souviens d'une telle série, viens m'en parler en commentaire, je veux absolument la découvrir. Bref, c'est ainsi qu'en 1985 débarque Tonnerre Mécanique, Street Hawk en VO, une série où un type ordinaire, mais tout de même policier, devient un super motard du futur. Le concept est assez simple, un peu le même d'ailleurs que toutes les séries policières ou à enquête de l'époque. Jesse Mack, un flic blessé et relégué comme attaché de presse de la police, est secrètement recruté pour piloter une moto expérimentale capable de filer à plus de 300 voire 400 km/h, de sauter des obstacles et de tirer des lasers. Et ouais, dans les années 80, toute série d'action un peu SF digne de ce nom devait inclure des lasers. Parce que les lasers, c'est tout bonnement cool, et puis je pense que l'effet Star Wars n'était pas si loin. Attaque Team Delta, vas-y. Le but de Jesse dans tout ça, lutter contre le crime avec son bolide de l'extrême, sous la supervision d'un ingénieur grognon et légèrement asocial, Norman. Donc un scénario pas très subtil, mais ça faisait largement l'affaire pour faire rêver les gamins à la coupe au bol de l'époque, et les papas en quête constante de sublimer leur virilité. Le mari de ma sœur, il boit 3 pichets par repas, il a déjà 8 gosses. Allez. Quel rapport avec les gosses ? C'est viril, c'est tout. Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Oui, ne nous l'aurons pas. Tout comme ses grandes sœurs Supercopter et K2000, Tonnerre Mécanique avait clairement identifié ses cibles. Ainsi, elle s'inscrivait dans cette tradition des séries pensées pour un public adolescent et pour ces mâles persuadés que la masculinité se mesure en chevaux-vapeur. Il fallait donc avoir un engin entre les jambes ou sous le cul pour être un digne héros de ce nom. Et ouais mon petit bonhomme. Le petit bonhomme en mousse. Mais il va la fermer sa gueule! Donc tu vois bien, on oublie de suite la subtilité ou la complexité psychologique des personnages. Ici, le charisme se mesure à la vitesse de pointe et à la capacité du véhicule à faire des cascades à t'en décrocher le slibard. Jesse, finalement, on s'en fout un peu. Tant qu'on voit des meufs en bikini, et je te rassure, il y en aura, et que le type, il double toutes les plus belles caisses des States en wheeling. Allez, fais péter les traces de pneus, Jesse. Jesse, pourquoi tu t'es chié dessus ? Je parlais de la moto. Mais il est con celui-là. Malgré tous ces points positifs, Tonnerre Mécanique n'a pas suscité un réel engouement. À l'instar d'un Manimal et de ses 8 petits épisodes, elle a été annulée après seulement 13 épisodes. Pourtant, elle garde une place spéciale dans le cœur de ceux qui, enfants, rêvaient de posséder une telle bécane. Et je tiens à préciser que je faisais partie de ces gamins. Alors, avions-nous raison d'aimer tant cette série ?
Méritait-elle vraiment de finir sur le bas-côté, tel un ivrogne qui s'est planté avec sa mobilette à la sortie du PMU? Avait-elle malgré tout quelques qualités cachées sous son carénage? Eh bien, on va tenter de répondre à ces questions. Alors installe-toi confortablement et laisse-moi te faire revivre le premier épisode de Tonnerre Mécanique. La série s'ouvre en nous montrant qu'on n'a pas de temps à perdre. Ici, ça va vite comme la supermoto, alors on entre direct dans le vif du sujet avec une attaque de convoyeur de fond. On passera sur le fait que niveau discrétion, les deux types en moto ne sont pas les premiers de la classe. Avec une moto rouge pétant, des tenues et casques assortis en mode Télétubbies du crime, difficile de passer inaperçu. Les gars, c'est un 0 pointé. C'est nul! 0! Les deux types prennent le pognon, et c'est parti pour une course-poursuite endiablée dans les rues de la ville. Bon, pas du tout en fait. C'est mou, et les flics de ce genre de série montrent rapidement leur inutilité en matière de chasse à l'homme. Mais attention, Tonnerre Mécanique veut nous en mettre plein les mirettes dès le départ. Un des motards dégaine une arme et tire dans le pneu du camion blindé. Et là, magie des années 80, un simple pneu crevé déclenche une putain d'explosion digne d'un film de Michael Bay. Car oui, la science des séries et autres fictions d'action dans cette décennie veut que tout véhicule à essence explose au moindre accrochage. Heureusement que cela se passe uniquement dans les fictions. Imagine un peu la scène. Josiane de la Compta qui rentre le soir toute penaude à la maison pour annoncer à Francis, son mari, qu'elle a accroché la Dacia en se garant le matin au boulot et qu'elle a fait tout exploser sur le parking. Alors, attends, avant la levée de bouclier, j'avoue que j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre que Josiane. Je ne voulais stigmatiser aucun genre, donc remballez vos pancartes, mesdames. Ça aurait très bien pu être Monique du contrôle de gestion ou Sophie des moyens généraux. Un boulot dans ce genre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho? Retour à nos brigands, en mode Mardi Gras, qui s'emparent donc du magot et prennent la fuite. On s'attend alors à une course-poursuite épique, pleine de cascades spectaculaires. Mais non. Ce qui suit, c'est une petite balade digestive où les flics montrent toute leur incompétence. Entre freinage hésitant et trajectoire aléatoire, on se demande si ces policiers ont eu leur permis dans une pochette surprise. Le message est clair pour la suite. Dans cet univers, les flics sont mauvais. Vous êtes tous nuls! La scène suivante nous plonge dans ce qui semble être le passe-temps officiel de ces hommes en uniforme. Organiser des paris douteux sur les exploits d'un casse-cou du commissariat. Parce que oui, pendant que les criminels braquent des fourgons en toute impunité, nos forces de l'ordre sont bien trop occupées à admirer Jesse Mack, notre héros, en train de sauter par-dessus des voitures de police comme un gamin de 10 ans qui tente de faire son intéressant devant tous ses copains. Allez, copains, venez voir vite, vite, vite. C'est également l'occasion de nous présenter Norman, le futur acolyte de Jesse, qui filme la scène avec un enthousiasme légèrement suspect. Le mec est en transe devant un motard qui fait des cabrioles. Chacun son délire. Bon, après, moi, perso, c'est les tondeuses autoportées qui m'émoustillent. Ces puissants engins où de vieux messieurs en chapeau de paille s'installent fièrement. Ah, une histoire vraie de David Lynch, pour moi, c'est plus qu'un road movie, c'est un porno. Ah, quand même. Ah ouais. Pendant que Jesse et Marty, son collègue, se félicitent d'avoir transformé leur job en fête foraine, la réalité les rattrape. Leur lieutenant, qui a visiblement d'autres ambitions pour son équipe que de les voir organiser les futurs motocross du dimanche, les a surpris dans leur connerie et les a convoqués dans son bureau. Oi! Kent! Get your hairy ass into my office now! Résultat, 2 semaines de suspension bien méritées. Bravo les gars, bien joué. Bien joué, les gars. Dans la scène suivante, notre caméraman, Norman, qui s'avère en fait être un ingénieur, après avoir montré la vidéo de notre policier cascadeur à son boss, il se retrouve contraint d'embaucher Jesse pour un projet qui nous est pour l'instant secret. Ensuite, on retrouve notre ami Jesse, avec son collègue avec qui il fait des paris. La scène sent bon la testostérone de mec qui aime la moto. Au programme, poussière, bécane, vrombissement, wheeling et inévitablement des meufs en mini-short en jean. Alors c'est ça le paradis. Mais la récréation est de courte durée. Jesse se retrouve seul à réparer sa moto pendant que son pote part faire une virée. C'est alors le moment choisi par Norman pour tenter une nouvelle fois de recruter notre héros qui, fidèle à lui-même, s'en tamponne royalement le coquillard. J'en ai rien à foutre.
parce que son unique priorité, c'est remettre sa bécane en état et rejoindre son compère. Et pendant ce temps, ce dernier atterrit malencontreusement sur un terrain vague, occupé par nos brigands du début, armés jusqu'aux dents et en plein trafic. Une fois sa moto réparée, Jesse laisse Norman en plan et fonce retrouver son ami. Mais c'est trop tard. Il le découvre, inerte, sans vie. La scène se termine en jus de boudin, avec un Jesse qui reste de marbre face au cadavre. Le regard figé sur un pick-up noir qui fonce sur lui et fondu au noir. C'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Que se passe-t-il ? Jesse les poursuit-il ? Se fait-il renverser ? S'accorde-t-il une pause pipi ? Non, mais ne pisse pas sur ton pote, il est mort, c'est dégueulasse. Ah, t'es dégueulasse. Bref, les scénaristes devaient en avoir marre de cette scène et préfèrent couper court et passer à autre chose. Ou alors, serait-ce un subterfuge pour créer un moment de tension ? Bien vu, c'était la dernière option. Pas le pipi, celle juste avant. Il est bien arrivé quelque chose à Jesse que l'on retrouve inanimé dans une ambulance, puis sur un brancard à l'hôpital. La scène suivante nous présente un Jesse transformé. Fini le petit galopin qui faisait des cabrioles en moto. Place à un homme meurtri qui traîne sa carcasse en costard avec une canne. Un signe évident qu'il s'est passé quelque chose de dramatique dans ce fichu désert. De retour au commissariat, son chef lui explique que les affaires internes enquêtent sur le meurtre de Marty, histoire de savoir si le pauvre bougre était corrompu ou juste au mauvais endroit au mauvais moment. Sur votre tombe, John, il y aura écrit « Il était toujours au mauvais endroit, au mauvais moment ». Ou bien, yippee-ki-yay, pauvre con! Une annonce qui anéantit Jesse. Mais comme les patrons sont tous des salauds, mode CGT on, il lui assène le finish him quand il lui annonce qu'il ne mettra plus jamais les pieds sur le terrain. Il arrêtera donc enfin de faire le mariole sur sa bécane, ce petit trou du cul. Le petit trou du cul. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Jesse découvre sa nouvelle collègue Sandy. Une belle blonde, certes, mais cette nouvelle situation ne semble guère l'enchanter. Jesse est décidément bougon. Là, lui, il boude. Il broie du noir et son moral finit dans ses chaussettes lorsqu'il croise des policiers en moto. Impossible pour lui de ne pas repenser à sa gloire passée. Il nous gratifie alors d'un regard mélancolique, tellement intense qu'il m'en a presque foutu les poils, ce sacré coquin. Surtout si tu trouves que j'en fais trop, tu me le dis. De retour chez lui, Jesse découvre qu'il a un nouveau colocataire un peu envahissant. Et oui, c'est Norman. Je pense qu'on frôle le harcèlement à ce niveau. Vous savez, ce genre de comportement pourrait être qualifié de harcèlement sexuel. Le type ne lâche pas le morceau et semble prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est embarquer Jesse dans l'opération Tonnerre Mécanique. Pour le convaincre, Norman sort le grand jeu et notamment son argument de poids, une moto ultra mystérieuse censée, dixit Norman, le séduire. Une moto séduisante ? C'est quoi cette histoire ? On parle d'une passion pour la mécanique à deux roues ou d'un fétichisme chelou pour les meules ? Il est décidément très bizarre ce Norman. T'as fait bizarre votre copain, Mais attends, ce n'est pas tout. Pour parfaire son offre, il lui propose en bonus une prothèse pour son genou, histoire de compenser son petit accident dans le désert. Et tout ça, gratos, grâce à un généreux programme de financement. Probablement une version améliorée du CPF, avec en option un bolide de science-fiction et une vengeance personnelle. Franchement, ça ne se refuse pas. C'est beaucoup plus alléchant que tout ce que nous proposent ces connards à Dubaï pour gagner 2000 balles par mois en utilisant 2 heures par jour son téléphone. Et mon cul, c'est du poulet. On poursuit l'aventure et cela nous conduit tout droit dans le laboratoire secret de Norman. Enfin, secret, façon de parler, puisqu'il se trouve en pleine zone industrielle, dans un endroit bien lugubre. C'est le parfait coupe-gorge si tu veux mon avis, mais aussi évidemment l'emplacement idéal pour tout bon labo top secret digne de ce nom. Norman, lui, est aux anges. Il joue les guides touristiques, affichant un sourire béat et un regard pétillant, comme un gamin qui dévoile à son papa la construction merveilleuse qu'il vient de réaliser avec ses Legos. C'est touchant, un peu pathétique, mais touchant. À mon époque, au collège, Norman aurait probablement été le président du club d'échecs ou le capitaine d'une guilde de joueurs de Magic. Bref, le prototype du puceau boutonneux. Tu vois le genre. Puceau ? Moi ? Sérieusement ? Le moment tant attendu est enfin là.
Jesse découvre enfin le fameux engin, le tonnerre mécanique, la moto ultime, celle qui nous a fait tant rêver quand on était gamin. Sauf que... Attends, c'est ça tonnerre mécanique ? Dans mes souvenirs, j'avais en tête une machine plus imposante, plus massive, même intimidante. Un truc qui faisait rêver les geeks. Je sais pas, entre le Faucon Millenium et la Batmobile, mais sur 2 roues. Non pas qu'elle soit ridicule, mais elle ne me semble pas bien robuste. On dirait plutôt un truc entre un 103 SPX et une moto de course customisée par un ado bricoleur. Un truc du genre, il a collé des LED et des néons fluo en espérant gagner un concours de tuning sur M6. Ah, le 103 SPX, la meule de mon enfance. J'en ai fait des virées avec la bête et mes potes. Je te raconte pas le nombre de wheelings qu'on s'est mis en revenant du attaque du coin. Fut de Cronenbourg sous le bras, direction la cabane dans les bois. Et puis il y avait la Kimberley avec moi. Tu sais, ma cousine. C'est sur la bête qu'elle est tombée amoureuse, la grognasse. C'est un peu grâce à cette bécane qu'on a eu nos 2 gosses ensemble. Ça te la coupe, hein ? Oh mon Dieu, oh là là, il y a beaucoup trop d'informations pour moi ici. Mon cher Jean-Clément, je vais être honnête avec toi. Premièrement, faut vraiment qu'on se prenne 2 minutes pour discuter de ton arbre généalogique. Deuxièmement, qui donne un nom à sa mobilette ? La bête, sérieusement ? Et troisièmement, s'il te plaît, arrête de me parler de ton histoire d'amour. Et je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Merci pour le traumatisme. Bref, revenons à notre épisode. L'hésitation de Jesse disparaît rapidement. Il est convaincu dès qu'il voit la moto. Et c'est parti pour l'inévitable training montage qui plairait sans nul doute à nos camarades du Pitch Parfait. C'est ce passage obligé des années 80 où un mec devient subitement un expert en quelque chose grâce à une série de plans enchaînés n'importe comment. Le montage ici enchaîne les fondus, le tout sur une musique électro bien kitsch. Pendant ce temps, au commissariat, Sandy s'énerve car notre cher Jesse fait l'école buissonnière et n'a pas jugé bon de se pointer à son nouveau poste. Apparemment, il n'a pas bien intégré le concept de réinsertion professionnelle. Je pense qu'il s'en tamponne royalement. Il faut dire qu'il a d'autres priorités, dont celle de tester sa nouvelle monture. Pas Sandy, hein, la moto. Mais pourquoi ? Sandy, peut-être pas dès le premier épisode, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, pour l'instant, c'est la moto qui l'excite le plus. Mais au-delà des sensations fortes et des pointes de vitesse qui décoiffent, Jesse n'oublie pas son objectif principal, découvrir la vérité sur le meurtre de son ami. Il décide donc de mener sa propre enquête et met tout de même Sandy dans la confidence. Un choix audacieux parce que la meuf vient tout juste de lui hurler dessus pour son absence. Mais il a toutefois raison, autant se mettre la collègue dans la poche, ça peut aider par la suite. D'autant plus s'il envisage un jour ou l'autre de remplacer les poignées de son guidon de moto par les couettes de la belle blonde. Alors là, la grande classe. La scène suivante nous propulse dans une demeure surprotégée, extrêmement cossue, avec piscine et bikini au programme. Je te l'avais promis. Ah, ça sent le cliché à plein nez du repère des méchants de toute bonne fiction qui se respecte. Un mystérieux type sort de sa voiture et avance vers l'homme en charge des opérations criminelles. Mais attends, ce visage, cette allure, nom de Zeus, Christopher Lloyd. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le crado ? Mais oui, notre cher Doc Brown de Retour vers le futur joue ici le rôle du méchant. Visiblement, il a troqué son convecteur temporel contre un trafic nettement moins légal. Mais ce n'est pas la seule surprise du chef. L'homme mystérieux qui vient d'arriver n'est autre qu'un flic corrompu. Stupeur et tremblement. On ne s'y attendait pas du tout, mais alors pas du tout. Oh, comme c'est bizarre ! Une série américaine où un policier s'avère être un traître. C'est du jamais vu. Je pense que dans les studios américains, ça a dû se passer comme ça à une époque. Bon les gars, j'ai un souci, il me manque un twist de malade pour tenir les téléspectateurs en haleine. T'aurais pas une idée, John Roger ? Pourquoi on ferait pas un truc sur le Vietnam, genre le héros est un vétéran traumatisé et ça le hante tout au long de l'histoire ? Ouais, vu et revu. J'ai besoin d'un truc qui envoie du lourd. Tiens, toi là, John Dylan, le stagiaire, t'as une idée ? Moi c'est John Brandon. John Dylan, c'est l'autre stagiaire. Celui qui roule des pelles à votre fille dans le placard à balai. Quoi ? Qu'as-tu dit, John Scott ? Non, rien. Pour votre scénario, j'ai une idée. Et si un des policiers, genre un collègue du héros, était en fait de mèche avec les méchants de l'histoire ? Mais oui, c'est brillant ! On fout tout le monde dans la police, et bam, plot twist ! L'un d'eux est un ripou. Mais c'est du génie ! Je suis un génie !
Mais c'était mon idée. Que dis-tu, John Jack? Allez, file-nous faire de café et laisse les professionnels bosser. Et voilà comment, à cause d'un pauvre stagiaire exploité, nous nous sommes retrouvés inlassablement avec le même rebondissement dans beaucoup trop de séries. Moralité, toujours se méfier des stagiaires. Toujours. Revenons à notre scène. Christopher Lloyd, qui campe ici le méchant dans toute sa splendeur, prend un malin plaisir à imposer son autorité. Il humilie le flic corrompu, renvoie sèchement une conquête qui avait eu le malheur d'exister un peu trop près de lui, et pour conclure, ordonne à un de ses sbires d'aller buter Jesse. Pendant ce temps, dans le laboratoire secret de Norman, notre scientifique préféré s'évertue à briefer un Jesse pas trop coopératif et plutôt taquin. On sent bien qu'il en a ras le casque des explications scientifiques de Norman, et qu'il ne rêve que d'une chose, chevaucher Tonnerre Mécanique. Mais pas de répit pour notre pilote en devenir, car dès la scène suivante, il se fait attaquer par un mystérieux motard bien décidé à le transformer en passoire. Et là, suspense insoutenable. Va-t-il s'en sortir? Donne ma langue au chat, moi aussi. Bah évidemment qu'il s'en sort. Ça reste le héros de la série. On n'est pas sur le pilote de Game of Thrones. Le mec a encore 12 épisodes à tourner, donc il va pas crever maintenant. Me voilà rassuré. La scène suivante tente de nous montrer que notre Christopher Lloyd international peut aussi jouer les bad guys, et pas n'importe lequel. Il s'en prend à nouveau au policier ripou qui était venu se plaindre. Mais il ne savait pas auprès de qui il était venu chouiner le flic. Allez, ressaisis-toi mon grand, tu pleurniches auprès du mec qui a inventé le voyage dans le temps. Qu'est-ce que tu crois? Continue comme ça et il t'envoie direct en 1955 faire la rencontre du proviseur Strickland. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah non, ce n'est pas la bonne fiction, désolé. Mais je vois Emmett ici, pas un vil coquin qui tente de faire peur avec un tournevis. Je veux cette livraison, compris? Ce que je fais là pour votre voiture restera. Si je le fais sur votre figure, ce sera autre chose. Il ne s'en faudrait pas de beaucoup. Je n'ai pas insisté sur cette question, j'en suis sûr. Hein? Vous saisissez? Tournevis? Vraiment? Qu'est-ce que tu comptes faire? Nous monter une étagère Billy? T'as des actions à Ikea ou quoi? Non mais attendez, c'est n'importe quoi! Ça y est, on touche enfin du doigt ce qu'on attend tous depuis le début. La moto, le tonnerre mécanique. Et ce n'est qu'au bout de 38 minutes et 48 secondes, très exactement, que nous avons enfin le plaisir de voir Jesse monter sur la bécane. Et là, la fameuse musique électro des années 80 retentit, celle qui nous faisait vibrer quand on était môme. C'est beau, c'est nostalgique, et c'est surtout pas trop tôt. Eh ben c'est pas trop tôt. Alors oui, Jesse a l'air d'un ninja Wish dans son pyjama noir à rayures blanches, mais je suis heureux d'entendre à nouveau cette mélodie au synthé des années 80 et ce moteur ronronné. De son côté, le réalisateur s'en donne à cœur joie à coups de cascades en slow motion, gros plan fétichiste sur la moto, un Jesse qui cabre, un Jesse qui prend un virage. Ça commence à devenir gênant. On se croirait presque dans un vieux film érotique de la même époque. Attends, je viens d'avoir un flash. C'était diffusé quel jour, Tonnerre Mécanique? Ne me dis pas que c'était le dimanche soir sur M6 après Culture Pub. Oh non. Non, ça voudrait dire que... Non. Que je me soulageais devant cette série? Quoi? Qu'est-ce qu'il vient dire? Non, impossible. Je refuse d'y croire. Je n'ai jamais fantasmé sur les courbes de cette moto. Ses cylindres parfaits. Son carénage luisant. Son pot d'échappement chromé qui reflète les lueurs de la lune. Oh bordel! Qu'ai-je donc fait? No, God! No, God, please, no! 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 Bon, tentons d'oublier tout ça et concentrons-nous sur la suite. Jesse profite de cette première sortie pour jouer les justiciers en arrêtant une bande de malfrats. L'occasion parfaite pour tester les gadgets de la moto, à savoir un rayon électrique et un décollage vertical. Alors oui, à l'époque, ces scènes devaient me scotcher à mon écran. Mais aujourd'hui, je vais t'éviter de revivre ça, c'est tout bonnement dégueulasse. C'est abject, c'est immonde! Les effets spéciaux ont vraiment mal vieilli, j'en ai encore la rétine brûlée. Le lendemain, de retour à son boulot officiel, Jesse poursuit l'investigation pour retrouver ceux qui ont tué son ami. Il demande alors à Sandy de lui venir en aide. Cette jeune femme est vraiment sympathique, car elle accepte sans ronchonner.
Parce que franchement, elle aurait dû se poser 2 secondes et se demander si c'était une bonne idée d'accepter sans broncher d'aider ce mec qui passe plus de temps à jouer à Casper plutôt qu'à faire de la paperasse. Résultat, son investigation l'amène tout droit dans les bras du flic Ripou. Bravo Sandy, ça t'apprendra à être trop gentille. Mais quelle icône celle-là! Pendant ce temps, Norman décide d'envoyer Jessie en mission pour stopper un trafic de drogue. Petit souci, ce fameux trafic implique les mêmes méchants du début de l'épisode. Oui, ceux qui avaient déjà buté son pote. Mais quelle coïncidence incroyable! Mais non! Mais hasard de dingue! Bref, c'est parti pour une course-poursuite épique. Enfin, épique façon de parler. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de trépidant. Ça traîne, c'est mou, on se fait clairement chier. On se fait chier! À ce niveau-là, autant appeler ça une balade en scooter sur la nationale. Tu te doutes bien que les 2 clowns déguisés comme la denrée dans la soupe aux choux se font choper comme des bleu-bites assez facilement. Tout ça pour ça. De retour à la Batcave, Jessie commence à sérieusement perdre patience. Fini les politesses, place au coup de pression. Il veut des noms, des adresses et surtout, il veut en finir une bonne fois pour toutes. Il bouscule un peu Norman, qui trouve l'adresse des méchants. Ni une ni deux, Jessie l'enferme comme un gamin qui enferme son petit frère dans le placard de la chambre et il pique la moto. La vendetta personnelle est plus forte que tout. Alors, direction le repère des vilains, où tout le monde est au rendez-vous. Le flic Ripou, Christopher fucking Lloyd, toujours aussi convaincant en savant fou, en méchant impitoyable, Sandy, qui a réussi à se faire capturer comme une bleue et attend gentiment son sauvetage. Au secours! Les nazis, je hais ces gars-là. Ce qui est certain, c'est que le Jessie, il est chaud patate. Il défonce l'entrée, roule en mode kamikaze, tombe comme un con de sa moto? Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais il court comme un lapin pour éviter les tirs. Attends. Il n'a plus mal au genou le mec. Il nous a pourtant bien fait chier pendant tout l'épisode avec sa canne et a râlé pendant les entraînements de Norman, et là plus rien, il court. Il est là, il court partout. Heureux. Bref, retour à l'action, ça court dans le jardin, ça tire au fusil, ça se planque. Jessie, aidé par Sandy, réussit à se débarrasser de 2 hommes de main. John McClane, je te rassure, l'action n'est vraiment pas au rendez-vous. Yippee-ki-yay, pauvre con. Mais Christopher Lloyd n'a pas dit son dernier mot. Il saute dans son pick-up noir, celui-là même qui a renversé le pote de notre motard préféré. Jessie, lui, enfourche Tonnerre Mécanique et en piste pour la dernière course-poursuite de l'épisode. Attention, les scénaristes ont décidé de nous en mettre plein les yeux avec des sauts de moto, des dérapages et, bien évidemment, des flics qui se cartonnent entre eux car c'est bien connu, dans ce genre de fiction, les flics ne savent pas conduire. Moi, je sais conduire, moi. Putain, mais ta gueule, toi! Quoi qu'il en soit, le combat final est là. Jessie versus Emmett Brown. Et comme dans tout bon scénario fainéant, le méchant finit par se viander magistralement. Et ici, ça se passe au fond d'un ravin. Mais attends, ce n'était pas le ravin Clayton pourtant. J'ai raté un épisode ou quoi? Je comprends plus rien. J'ai rien compris. Bon voilà, l'épisode touche à sa fin lors d'une conférence de presse assez gênante. Le patron de Jessie répond aux questions des journalistes et s'en mêle les pinceaux en tentant d'expliquer qu'il n'a aucune idée de qui est le mystérieux justicier en moto, ce fameux Tonnerre Mécanique. Et là, générique de fin. Quoi? C'est quoi cette merde? Ça s'arrête comme ça, en pleine phrase, sans même prendre la peine de conclure. Et j'ai un bug dans mon fichier vidéo ou bien c'est réellement censé être une fin d'épisode? Non mais sérieusement, c'était ça un cliffhanger en 1985? Un mec qui bredouille devant des journalistes et hop, rideau? Où est la tension dramatique? Où est l'élément qui te pousse à revenir la semaine suivante? Rien, nada, le néant absolu. C'est tellement sec que je me demande si le réalisateur n'a pas oublié de tourner une scène. En tout cas, la prochaine fois, mets-y de la vaseline mon coco, parce que pour le coup, c'est assez douloureux. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Tu l'auras bien compris, ce final pique les yeux. Mais au moins, je suis fixé. Pas besoin de revenir pour la suite. De toute façon, je pense que tu t'en doutais déjà. Alors, est-ce que ça valait le coup de revoir Tonnerre Mécanique? Eh bien, cette question, j'ai envie de te répondre oui et non. Si tu es du genre nostalgique, que tu ressens un plaisir coupable devant les nanars télévisuels des années 80 et que tu es capable de fermer les yeux sur un scénario qui tient sur un post-it, alors oui, tu peux y jeter un œil. Mais attention, prépare-toi mentalement. Parce que le premier épisode de Tonnerre Mécanique, c'est une sorte de cocktail explosif
entre un film de série B mal monté, un épisode pilote bricolé à l'arrache et une publicité mensongère pour une moto invraisemblable. Mais il y a quand même des points positifs. Tout d'abord une musique iconique qui te replonge direct en enfance. Ensuite il y a Christopher Lloyd en méchant, parce que tout est toujours mieux avec Christopher Lloyd. Et enfin, une moto qui, malgré ses effets spéciaux foireux, reste le vrai personnage principal de cette histoire. Quant aux points négatifs, il y en a bien évidemment. Tout d'abord, une intrigue téléphonée sans grand intérêt. Un héros peu attachant qui passe son temps à râler sur son genou avant de courir comme Usain Bolt dès que l'action démarre. Et une fin à la truelle qui donne plus envie de jeter sa télé par la fenêtre que de regarder l'épisode suivant. En résumé, Tonnerre Mécanique, c'est du kitsch, du cheap et du plaisir coupable. Alors, est-ce que je vais continuer la série après ce pilote ? Soyons lucides, tu sais bien que non. Quant à toi, tu as à présent toutes les cartes en main pour décider ce que tu veux faire. Déjà, voir ou revoir ce pilote, et ensuite, peut-être continuer l'aventure avec Jesse et Norman. Cet épisode sur le pilote de Tonnerre Mécanique s'achève ici. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si tu as apprécié, sache que j'en ai fait d'autres. Le Rebelle, Manimal et Sous le Soleil. À présent, je t'invite à venir discuter avec moi de Tonnerre Mécanique dans la partie commentaires sur le site de la Crypto-série ou sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook ou encore Thread. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les bonnes plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube de la Crypto-série. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, profite de la vie, méfie-toi des personnes qui se plaignent du genou, et bisous.